Attention. Il y a peu de monde pour l'instant. Oui, à la fin de la journée, je pense que ça commence à être dur. Oui. Oui, oui. Parti. Bonjour, mon nom est Christophe Padiou, je fais partie d'un institut de formation qui s'appelle l'IME. Bonjour, Perrine Leméoté, je suis acheteuse pour UniHA, qui est un groupement de coopération sanitaire pour l'ensemble des établissements publics de santé en France. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion du stress en milieu hospitalier. Vous avez vu que le titre est bien différent sur l'affichage, vous comprendrez par la suite pourquoi, puisque nous allons voir que les méthodes de gestion du stress sont aussi des méthodes qui permettront d'être beaucoup plus innovants et beaucoup plus dans la relation. Mais d'abord, on va se présenter. Moi, je vais commencer à présenter l'IME. L'IME est un institut de formation et de conseil un peu spécial dans le monde des instituts de formation, puisque c'est aussi un institut de recherche pluridisciplinaire sur la compréhension des comportements. Qu'est-ce qui fait finalement que je stresse? Qu'est-ce qui fait que je suis motivé à faire quelque chose? Qu'est-ce qui fait que j'ai des difficultés à faire certaines choses? Notre institut c'est véritablement travaille depuis 1987 à essayer de comprendre ces comportements au travers d'études pluridisciplinaires et en particulier d'une compréhension de certains fonctionnements internes de notre cerveau qui entraînent certains comportements bien particuliers. Et on en aura un exemple tout à l'heure et je vous ferai faire quelques petits exercices de gestion du stress et on verra ce qui se passe pour vous. Alors, à mon tour de présenter un petit peu pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, en fait, ma structure travaille avec l'IME. C'est un organisme qui a été sélectionné par UniHA pour travailler avec les CH et CHU français. Donc, une rapide présentation d'UniHA. C'est un réseau coopératif d'achats groupés en France qui rassemble 61 établissements publics de santé. Donc nous comptons dans ces établissements l'ensemble des CHU français, les 32 et 29 CH. Et nous avons également un nombre important de membres associés. Donc au niveau des achats groupés, notre objectif est vraiment de mutualiser les achats pour les hôpitaux de manière à leur faire des gains financiers, des gains en temps, des gains organisationnels. Nous passons par deux moyens, deux méthodes d'achat, les groupements de commandes, où nous avons une liste précise d'établissements pour un marché donné, ou la centrale d'achat qui est ouverte à l'ensemble des membres d'UniHA. Quelques petits chiffres clés. Nous sommes actuellement le premier acheteur public français. Nous achetons tous les ans à peu près pour 2,4 milliards d'euros. Et nous réalisons environ, pour 2014, nous avons réalisé 84 millions d'euros de gains sur achat, parce que c'est vraiment notre but premier. Nous disposons de 15 filières d'achat, de 24 coordonnateurs de filières, 170 marchés actifs sur des domaines extrêmement variés et plus de 500 fournisseurs. Alors, c'est juste une petite visualisation de notre fonctionnement par filière. Nous sommes basés dans les 15 plus grands CHU français et ma filière, la filière ressources humaines et prestations intellectuelles, qui est basée à Nantes, s'occupe des marchés de formation professionnelle et nous avons notamment un marché sur la gestion du stress, de l'agressivité et de la violence. C'est pour ça que nous intervenons aujourd'hui, car l'IME est notre prestataire sur notre marché actuel. Alors, cette présentation va vraiment être en deux voies et en trois parties, puisqu'on va d'abord s'interroger finalement pourquoi parle-t-on autant du stress des soignants et est-il différent du stress des autres métiers? On verra potentiellement qu'il y a certains chiffres qui questionnent. Deuxièmement, nous verrons pourquoi UniHA a choisi de proposer des prestations justement de formation aux hôpitaux et comment ils ont choisi notre institut en particulier. Derrière ça, on va rentrer un tout petit peu plus dans qu'est-ce qu'on fait pendant ces formations et qu'est-ce que ça apporte finalement au personnel soignant au sein des établissements.
Voilà un peu le plan de cette présentation. Alors, première question, est-ce que le stress des soignants est différent du stress des autres? Il y a eu une étude qui a été menée au tout début des années 2000, et c'est une étude européenne. Ce qui ressort, c'est que près de 30% de tous les gens qui travaillent se disent stressés. Ce qui est par contre beaucoup plus marquant, c'est que les cadres, les scientifiques et les agents hospitaliers se déclarent, eux, à 40% stressés. Alors, qu'est-ce qui les différencie, par contre, des ouvriers ou des employés qui, eux, annoncent 17%? Alors, il y a une étude qui a été menée en 2013 qui fait ressortir qu'en fait, il y a plusieurs éléments. La non-reconnaissance du métier. Deuxième élément, le manque de personnel. Il faut savoir, et il y avait une conférence en tout début d'après-midi ici qui parlait justement de l'absentéisme. Dans beaucoup de CHU dans lesquels nous intervenons, nous entendons parler de chiffres de 14 à 20% d'absentéisme en moyenne. Donc vous imaginez le travail qui est redonné à ceux qui ne sont pas absents au travers de ces éléments-là. Troisième élément, la confrontation à la souffrance. Mais un élément très nouveau et qui est peut-être explicatif depuis les années 2005-2010, c'est que le statut du patient a complètement changé. On parle même parfois, dans certains hôpitaux, de client. Et justement, ce client peut être violent, peut être difficile, et il n'est pas tout seul, parce que les familles aussi aident fortement à cette ambiance assez lourde auprès des soignants. Donc voilà tout un tas d'éléments qui peuvent nous faire dire oui, il y a beaucoup de stresseurs auprès du personnel soignant. Mais revenons à la définition justement du stress. L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail a donné une définition assez claire qui dit le stress survient lorsqu'il y a un déséquilibre entre la perception que l'on peut avoir des contraintes qui nous sont imposées et la perception que l'on peut avoir des ressources que nous avons face à ces contraintes. 3 mots importants. Contraintes, oui, elles sont là. Moyens, on a vu que justement dans le milieu hospitalier, avec l'absentéisme, avec tout un tas de travail sur la réduction des coûts, sur la rentabilité des différents établissements, oui, les ressources ne sont pas toujours là. Donc on a clairement des ressources faible face à des contraintes quand même assez fortes. Mais deuxième élément, il y a la perception. J'ai parlé déjà tout à l'heure de la différence que l'on a entre le patient et le client. C'est déjà un changement de perception complètement différent. Quand on interroge le personnel hospitalier, il nous dit « moi je suis là pour soigner, pour aider ». Et puis à côté de cela, on a un patient qui devient un client et qui lui demande autre chose. Il demande qu'on lui rende un service. Donc on a véritablement un changement complètement de perception. Mais d'après vous, sur lequel on peut travailler le plus facilement? Est-ce qu'on peut travailler sur les contraintes qui nous sont imposées? Est-ce qu'on peut travailler sur les ressources que l'on a face à ces contraintes? Ou finalement, ne pourrait-on pas travailler aussi sur la perception? Je vais changer de micro. Ne pourrait-on pas travailler justement sur la perception? On a un petit problème. Est-ce que là c'est mieux? Et en effet, c'est vraiment une réflexion qui a eu lieu. Elle a même eu lieu, pas forcément chez nous uniquement. Le collège dans la région PACA sur justement la médecine d'urgence s'est posé la question de comment peut-on gérer le stress au sein du domaine hospitalier. Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme éléments principaux? Premièrement, apprendre à dépister, c'est-à-dire finalement reconnaître le signe du stress chez moi, mais aussi chez mes collègues. Deuxièmement, faciliter chez chacun, et on reviendra sur ces mots parce qu'ils sont importants, des stratégies d'adaptation. Mot très fort, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut devenir adaptatif?
ça va justement être la partie que je vais donner en explication juste derrière. Troisième élément, la circulation de la parole. En effet, c'était très intéressant dans l'entretien qui y avait lieu juste avant, on parlait beaucoup d'échanges justement pour essayer de comprendre comment telle personne réagit face à telle situation, alors que moi j'ai tendance à réagir complètement différemment. Une circulation de la parole et des émotions, y compris entre les personnes d'une même équipe. Parce que parfois, je ne m'entends pas avec ma collègue. Et si je peux commencer à exprimer cette émotion, potentiellement, je peux m'aider à faire baisser aussi la gêne que j'ai dans cette équipe. Et enfin, dernier élément qui est mentionné ici, apprendre à savoir demander de l'aide. En 2 mots, si on reprend le premier point, dépistage des premiers signes, et le dernier, demander de l'aide, c'est aussi déculpabiliser. Le stress, finalement, on va le voir par la suite, c'est quelque chose de, hélas, et tant mieux, naturel. C'est quelque chose qui survient, ce n'est pas un signe de faiblesse. Mais malgré tout, quand je suis stressé depuis plusieurs jours, plutôt que de le cacher, de l'intérioriser, de m'en rendre malade, la solution, parfois, c'est aussi d'aller demander de l'aide, et ce n'est pas un signe de faiblesse. Dernier point qui est quand même assez important, si on parle de formation sur la gestion du stress, on peut se dire, est-ce qu'en 2 jours, on peut faire quelque chose réellement pour aider les personnes à faire baisser leur stress de manière durable, c'est-à-dire que 3 mois après une formation, est-ce que encore les effets de cette formation peuvent être ressentis par le personnel soignant? Eh bien, en effet, je dirais toutes les thérapies cognitives de 3e génération, comme la thérapie de l'acceptation et de l'engagement, comme vous avez sûrement entendu parler de la pleine conscience, sont des thérapies qui de plus en plus sont très actives et qui ont une activité durable et une appropriation durable auprès des personnes. Et nous faisons partie, au travers de l'IME et de notre approche, de cette même vague des thérapies cognitives et comportementales. Alors on parle de thérapie. Les outils qui peuvent être utilisés en thérapie sont finalement des outils qui peuvent nous aider au jour le jour à gérer notre stress. Voilà un peu l'introduction et pourquoi finalement nous, en tant qu'institut de formation, on a proposé nos services au GCS UniHA. Alors, UniHA et la formation. Donc pourquoi avoir mis au point un marché national qui concerne les formations professionnelles et entre autres la formation à la gestion du stress? Eh bien parce que les centres hospitaliers aujourd'hui ont des départements concernant la formation qui sont très hétérogènes. Voilà, les personnes dans les CHU, CH s'occupant des formations professionnelles s'occupent en général facilement d'une palette de 600 à 700 types de formations répondant à divers besoins du personnel, que ce soit pour du personnel soignant, des personnels administratifs, du personnel financier, etc. Et nous avons constaté que dans ces 600 à 700 thématiques présentes, il y avait des thèmes récurrents, présents dans l'ensemble des hôpitaux. Nous avons donc décidé de faire une petite étude de marché, un petit benchmark, et la formation à la gestion du stress est un besoin récurrent maintenant dans les établissements hospitaliers, notamment, vous avez pu le voir avec ce que M. Padiou vous a expliqué. C'est une donnée maintenant récurrente dans les établissements et pour l'ensemble du personnel. Donc, nous sommes intervenus à ce moment-là pour mettre au point un marché national, pour sélectionner au niveau national un organisme compétent qui saurait répondre aux besoins de l'ensemble des établissements concernant la gestion du stress. C'est d'autant plus important comme marché que ça concerne un sujet très sensible, la gestion du stress ou encore l'agressivité et la violence. C'est des thématiques qui sont vraiment clés aujourd'hui dans les hôpitaux et dont les services de formation doivent absolument s'occuper. Donc il y avait d'autant plus pertinence de faire un marché global pour prendre en compte tous les besoins des établissements hospitaliers. La valeur ajoutée d'UniHA, donc ce que nous avons fait, c'est prendre en compte l'ensemble des besoins des hôpitaux,
savoir ce qui était fait actuellement, par qui, par quel type d'organisme, quel format de formation était pratiqué, les durées, les thématiques abordées, les angles d'approche au niveau pédagogique, au niveau organisationnel, pour faire le tri exactement et mettre au point un cahier des charges le plus ciblé possible pour qu'il réponde aux attentes de l'ensemble des établissements. Une analyse du marché fournisseur qui là aussi est très large. Les entreprises, les associations, les organismes réalisant des formations sur la gestion du stress sont très hétérogènes. Les approches sont extrêmement différentes et le sérieux n'est pas toujours au rendez-vous. C'est pour ça que faire une analyse détaillée et affinée au niveau national est pertinent et absolument nécessaire dans le cadre d'un marché comme ça. Ensuite, voilà, après la rédaction d'un cahier des charges détaillé, notre rôle réel, parce que nous ne sommes pas des spécialistes du stress, c'est vraiment de sélectionner un organisme sérieux, compétent, organisé, qui a une approche pédagogique cohérente, reconnue, avec une expérience solide, des formateurs ayant une très forte expérience, et de donner un poids différent à ces différents critères. Ici, le plus important, c'est la pédagogie. Mais nous faisons extrêmement attention à l'aspect organisationnel et par exemple l'IME y répond tout à fait. Il y a un sérieux de la part de l'organisme qui est clair et qui a été mis en avant à maintes reprises. Ensuite, l'autre avantage pour les établissements hospitaliers, après avoir fait ce travail de benchmark, on va dire, et de rédaction de cahier des charges, c'est que nous gérons le marché au niveau national. Donc c'est un gain de temps pour les établissements parce qu'ils se trouvent déchargés de cette responsabilité-là. Nous le gérons directement avec l'IME et chaque établissement ne se retrouve pas à faire des mises au point et des réajustements de marché en cas de besoin. Nous nous occupons de tout. Voilà. Alors ensuite, les caractéristiques du marché. Nous sommes actuellement dans le deuxième marché de formation chez UniHA. Le premier a eu lieu de janvier 2011 et s'est terminé en décembre 2014. Le lot qui concernait la gestion du stress était attribué à l'IME et le format était des formations en général sur 3 jours ou sur 4 jours en fonction des besoins des hôpitaux. 18 établissements étaient intégrés dans la démarche, faisaient appel à l'IME pour les formations sur la gestion du stress, ce qui a représenté en 4 années de marché plus de 4160 personnes formées, donc ce qui est relativement important. Et ça représente 330 groupes formés et plus de 172 jours de formation cumulés. Le second marché, débuté en janvier 2015, a été renouvelé avec l'IME pour la formation à la gestion du stress et nous sommes sur un potentiel de 4 années de marché, parce que c'est le fonctionnement du Code des marchés publics. Nous sommes obligés tous les 4 ans de relancer, même si les prestataires conviennent, de relancer les marchés. Et donc cette fois-ci, nous sommes en centrale d'achat et nous avons un potentiel de 61 établissements, donc CHU et CH, qui peuvent faire appel à ce marché s'il y a un besoin qui se déclare. Le modèle est resté le même, l'approche pédagogique la même, parce que l'IME avait donné satisfaction. Juste quelques exemples, parce que je pense que c'est intéressant dans ce cadre, plutôt que l'aspect achat pur. Ce sont des retours d'expérience de la part d'établissements clés dans ce marché. Nous avons notamment le CHU de Limoges, qui est un consommateur important de formation à la gestion du stress et pour qui cette thématique est très importante. Ils ont fait appel à différents organismes depuis de nombreuses années, mais depuis que le marché existe chez UniHA, ils font systématiquement appel à l'IME et appel à nous. Donc ce sont des formations qui ont été mises en place dans le cadre de leur plan d'amélioration des conditions de travail et qui sont fortement suivies en interne. Il n'y a aucun aspect obligatoire dans la participation à ces formations, donc tout est fait de manière spontanée et par le bouche à oreille, ce qui montre bien l'intérêt du personnel pour ces formations. Il n'y a aucun aspect obligatoire dans la participation à ces formations. Les retours sont toujours très bons, notamment c'est des formateurs très compétents, très à l'écoute, des échanges très respectueux, des formations qui sont intermétiers.
Donc c'est une volonté, ça, de la part de l'établissement, de faire participer l'ensemble des corps de métier, pour qu'ils ne s'enferment pas dans une thématique où il n'y aurait par exemple que des aides-soignants ou que des agents administratifs ou que des secrétaires, etc. Le but est de pouvoir échanger le plus possible et c'est vraiment quelque chose qui est promu à l'intérieur de l'établissement, c'est qu'il y ait vraiment de tout et de tous les horizons à participer à ces formations parce qu'ils ont comme parti pris que ça n'en sera que plus utile et que plus bénéfique. Ce qui est apprécié aussi en général par les méthodes qu'utilise l'IME, c'est les outils théoriques, l'approche par les neurosciences qui est utilisée pour faire face aux difficultés. Il y a une base solide de travail et de réflexion qui rassure les personnes qui sont formées et qui leur permettent par la suite de les réutiliser dans des situations qui pourraient s'avérer stressantes. Ensuite, le CHRU de Strasbourg, donc il y a un volume à peu près similaire à Limoges en termes de nombre de personnes formées depuis le début du marché. Et ce qui est fortement apprécié, c'est que ce sont des formations qui sont personnalisables pour chaque établissement. Donc l'IME est tout à fait capable, et même le met fortement en avant, que chaque établissement et même chaque groupe a ses spécificités et que ça n'est pas une formation rigide et bloquée, qu'il y a adaptation à chaque personne qui est formée, à chaque groupe et à chaque établissement. Ensuite, une approche pédagogique orientée vraiment sur l'analyse des origines du stress et non pas sur les conséquences une fois que le stress est arrivé, donc qui permet de mieux gérer et de détecter les situations stressantes. Et donc c'est fortement apprécié car facilement réutilisable dans la vie professionnelle de tous les jours et même personnelle. Et enfin, un autre point positif qui est relevé très régulièrement dans les questionnaires d'évaluation de Strasbourg, c'est une majorité de candidatures spontanées. C'est le bouche à oreille qui fonctionne très bien. C'est une personne qui a suivi la formation l'année d'avant, qui va en parler à ses collègues, qui va faire que l'année suivante, il y a certains collègues qui vont faire la formation sur la gestion du stress. Et c'est grâce à ça qu'il y a une certaine pérennité dans les nombres de groupes formés chaque année, le nombre de personnes formées chaque année, et c'est ce qui est fortement apprécié et qui nous rassure aussi dans le choix de notre prestataire, car il y a un réel sérieux, un suivi et on va dire une cohérence tout au long des années dans les formations dispensées par l'IME. Merci. Alors justement, on va rentrer dans l'aspect formation. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces formations? Et puis justement, comme nous sommes ici réunis dans un petit endroit, ça va être l'occasion aussi de tester certains des outils. Certains marcheront, certains ne marcheront pas, mais l'important au moins ça aurait été de voir lesquels peuvent fonctionner pour moi et peuvent m'apporter quelque chose. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est juste pour rappel, pour que vous ayez l'image. Il y avait quand même 2-3 idées importantes. La déculpabilisation autour du stress, la reconnaissance des signes de stress, la circulation de la parole, et puis ce fameux stratégie d'adaptation sur lequel je vais revenir beaucoup plus en détail. Donc, les objectifs de notre formation suivent finalement ces critères-là. Premièrement, déculpabiliser. On va le voir, le stress, c'est véritablement 3 formes particulières d'expression. Une première s'appelle l'anxiété. Une deuxième s'appelle l'irritabilité et la colère. Et la troisième s'appelle la déprime ou la démotivation. Ce sont 3 formes de stress bien particulières et qui se reconnaissent à des aspects comportementaux, à des types de pensées et à des types d'émotions correspondantes. Et enfin, des exercices pratiques que l'on peut pratiquer à froid comme à chaud. Et l'avantage de pouvoir les faire à froid, c'est qu'on peut revenir sur des situations qui ne se sont pas forcément si bien passées qu'on le voulait. Et la prochaine fois qu'elles arriveront, on aura beaucoup plus de moyens de répondre à ces situations. Alors, parlons tout d'abord des 3 formes de stress. La première, c'est celle qu'on partage avec tous les animaux qui n'ont qu'une envie quand ils voient un prédateur, fuir. À ce moment-là, le cœur commence à s'accélérer, la respiration commence à s'accélérer pour que le sang arrive vers les extrémités et permette à l'animal de fuir. Chez l'être humain, quand le sang arrive vers les extrémités, on a les mains moites, on a le cœur qui commence à battre très fort, on a de ce fait comme un poids ici au niveau du plexus, on a des problèmes de digestion
Et l'animal qui cherche à fuir, il cherche à fuir dans la direction qui lui permettra d'éviter justement le prédateur. Chez l'être humain, c'est un peu la même chose. J'ai tellement d'idées dans ma tête que je n'arrive même pas à retrouver exactement ce que j'ai à faire dans la situation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'anxiété en termes humains, et une forme d'agitation que nous avons. Deuxième type qui apparaît, c'est chez l'animal, bah, si je ne peux pas m'enfuir, j'ai une autre solution, c'est essayer de lutter. Et là, à ce moment-là, je vais montrer les dents, je vais me gonfler, penser au chat ou au loup. On voit le cou qui se gonfle, on voit qu'il est bien tendu vers le haut. Et quand je suis tendu vers le haut, aussitôt, il y a ma voix qui sort beaucoup plus fort. Et en effet, bah, quand je suis énervé, il y a une chose que je fais assez facilement, c'est que bah, justement, j'ai cette tension ici, voire ici, et ma voix sortira plus fort parce que je suis irrité, parce que je suis impatient. J'ai besoin que la solution me soit apportée tout de suite. C'est une forme aussi de stress qui apparaît et qui correspond à quelque chose qui, chez l'être humain, est généré majoritairement et gouverné par un aspect très instinctif que nous partageons en effet avec les animaux. Troisième état, quand l'animal n'a pas pu se battre et qu'il est coincé par l'autre animal, ben, il essaye de faire le mort. Et curieusement, c'est tellement instinctif, le cœur à ce moment-là se met à battre plus lentement. La respiration devient plus lente du fait que le cœur se met à battre plus lentement. Et quand ma respiration est lente, ma voix a beaucoup plus de mal à sortir. J'ai tendance à aussi rabaisser un peu mes épaules, à me sentir pas forcément à la hauteur. Et curieusement, bah, je me sens un peu déprimé, je me sens un petit peu démotivé par rapport au sujet que je devais gérer. 3 formes de stress, elles sont naturelles parce que instinctives. Donc hélas, elles arrivent, mais on va le voir, elles sont aussi un bon exemple de signe d'alarme qui nous dit change de stratégie d'adaptation, j'y reviens, le terme qui a été employé, et on va voir à quoi correspondent ces stratégies d'adaptation. L'être humain est ainsi fait que j'aime bien donner cet exemple parce qu'il n'a absolument rien à voir avec le monde hospitalier, mais par contre tout le monde l'a connu. Essayez de vous rappeler la toute première fois que vous êtes rentré dans une voiture pour apprendre à conduire. Qu'est-ce que vous découvrez? Vous découvrez tout un tas de choses un peu bizarres. On vous demande d'appuyer sur des pédales. Il y a 3 pédales et vous n'avez que 2 pieds. Deuxièmement, on vous demande de tenir le volant à 2 mains, mais de faire attention quand vous tournez, que les mains se chevauchent pour que vous ne vous retrouviez pas dans cette situation-là. Puis on vous dit aussi, oui, mais de temps en temps, il faut lâcher le volant pour pouvoir manier le changement de vitesse. Puis on vous dit, regardez devant vous, mais en même temps, regardez dans le rétroviseur. J'en rajoute. Et finalement, on se pose plein de questions, on découvre plein de choses. Il nous faut du temps pour apprendre. 10 sessions, 15 sessions. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile pour chacun d'entre vous de conduire? Non, ça va. On se pose peut-être moins de questions. Et en effet, oui, on a finalement quelque chose qui est très spécifique chez nous, c'est qu'il y a des automatismes qui se créent. Et ils sont parfaits, ces automatismes. Ils me permettent de rentrer dans ma voiture, de démarrer, de faire les gestes sans même parfois me poser la question. Tellement, je me pose si peu la question qu'il faut savoir que 50% des accidents peuvent avoir lieu dans les 10 km autour du domicile. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été assez adaptatif, deuxième sujet. Parce que finalement, si on avait analysé ce qui se passait dans mon cerveau la première fois que j'ai appris à conduire, j'étais véritablement dans une découverte de tout ce qu'il y avait. J'essayais de comprendre pourquoi. J'essayais de me faire une idée de comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je ne me pose pas toutes ces questions. Et en effet, j'ai tendance à être très automatique. Or, dans notre cerveau, nous avons aussi la capacité d'être très adaptatif. C'est-à-dire de faire attention. Tiens, ce matin, j'ai repéré que la rue était fermée, ou tiens, ils ont changé le sens de circulation. Et curieusement, oui, il y a une voiture qui est en train de surgir de l'endroit qui habituellement était différent. Pour faire cela,
il faut que je recrute une deuxième partie de mon cerveau qui majoritairement recrute les parties avant du cerveau, je dis bien majoritairement, et c'est notre mode adaptatif. Nous sommes tous capables de le faire. Si ce n'est que parfois, nous sommes tellement dans notre mode adaptatif automatique et tellement dans notre routine, dans notre savoir-faire habituel, que la situation ayant changé, on continue quand même dans notre mode automatique alors qu'on pourrait passer de l'autre côté sur ce fameux mode adaptatif. Alors, de savoir ça, ça nous apporte un peu, mais on peut aller un peu plus loin. En fait, chacun de ces deux modes correspondent à des attitudes bien particulières. Des attitudes qui, dans le mode automatique, ce n'est pas négatif, sont la routine, la persévérance, la simplification, des certitudes, des valeurs. Je me reconnais par les valeurs que je porte. Un certain empirisme, on applique des recettes. Une certaine importance de l'image sociale que je donne vis-à-vis de ceux qui m'entourent. Et on a une deuxième façon de réagir qui, elle, est plus dans la curiosité. Tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer dans la situation ? Beaucoup plus dans la souplesse. J'avais l'habitude de faire comme ça, mais je m'aperçois que ça ne fonctionne pas très bien, il faudrait que je trouve une autre solution. Il nous faut parfois être nuancé. Est-ce que finalement la situation dans laquelle je suis est si grave ? Si je devais la noter entre 0 et 10, est-ce qu'elle vaut vraiment 10 ? D'être plus relatif. Il est possible que la personne qui est en face de moi et qui se comporte mal, oui, mais c'est une autre personne, c'est un autre. Je ne vais pas appliquer mes propres valeurs tout le temps à la personne qui est en face de moi. Réflexion logique, qu'est-ce qui a pu l'amener à se comporter de cette façon-là ? Et enfin, opinion personnelle, finalement, qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je fais ? Quelle est mon action ? Alors, l'idée n'est pas qu'il y en a un qui est bien meilleur que l'autre. L'idée de nos formations est au travers d'exercices répétés. On fait à peu près une vingtaine d'exercices pendant 2 jours. Et puis, je dirais une bonne trentaine si on a 3 jours de formation. C'est de créer un nouvel automatisme qui s'appelle la bascule entre les deux. De trouver le moyen de passer de l'un à l'autre au travers d'exercices qui parfois seront appliqués à une situation bien particulière ou d'autres qui seront plus génériques. Alors vous vous doutez que là, dans l'exercice que je vais vous faire faire, on sera plus dans le générique. Et je vais vous proposer d'essayer un premier exercice qui est assez adapté au lieu où nous sommes. Je vais sauter la phrase. C'est d'adopter une attitude du mélomane. Je vais vous proposer pendant quelques instants, mais d'abord on va essayer de penser d'abord à une situation stressante, parce qu'il faut bien le tester. Je vais vous demander de d'abord donc penser à une situation qui vous stresse de manière régulière à chaque fois que telle chose, ça m'énerve ou ça me rend anxieux, ou etc. Donc essayez de penser, de l'avoir en tête. Et si vous deviez la noter entre 0 et 10, est-ce que votre niveau de stress vaudrait 3, 4, 5, 6 ? Alors, il ne faut pas que ce soit une situation douloureuse, donc je m'arrête à 7. 8, 9, 10, ça commence à être un stress très, très fort. Donc, essayez de penser à cette situation. Pour l'instant, on la met de côté. Puis, on va faire un exercice où je vais vous demander, c'est une forme de relaxation. Exercice où je vais vous demander de faire comme si vous étiez à un concert. Si ce n'est que, bien sûr, je ne vais pas chanter ni Perrine, mais que je vais vous demander de faire comme dans un concert, d'écouter tous les sons qui vous entourent comme si c'était une symphonie de sons. Et donc, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de fermer les yeux, de vous laisser guider. Je ne ferai pas de bruit énorme, donc ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas peur. Vous fermez les yeux et puis vous essayez de capter un son ou un bruit particulier, proche ou éloigné de vous, d'écouter ce son en détail et puis d'essayer de repérer peut-être un deuxième son ou un deuxième bruit que vous entendez dans l'ensemble de ce hall. Et vous allez essayer d'écouter le deuxième en même temps que le premier. Et vous vous doutez qu'ici, il y en a plus de 2. Donc on va essayer d'en capter un troisième.
d'écouter ce troisième son en même temps que le premier et que le deuxième. C'est véritablement une symphonie sonore que vous commencez à créer. Et à partir de ce troisième, tout nouveau son qui apparaît s'intègre simplement à cette symphonie sonore. Si jamais vous avez du mal à vous raccrocher à 3, 4, 5 sons, essayez de recommencer tranquillement un premier son, un deuxième que vous écoutez en même temps que le premier, puis un troisième, puis un quatrième. Je vais vous demander maintenant de réouvrir les yeux. Et de manière assez dure, je vais vous demander de repenser à votre situation stressante. Et si vous deviez la renoter entre 0 et 10, est-ce qu'elle vaut toujours la même valeur que tout à l'heure? On a des noms qui se disent, non plus. Qu'est-ce qu'on a fait au travers de cet exercice? Eh bien, on a fait ce qu'on appelle faire le plein. La plupart des relaxations que l'on vous propose habituellement sont des relaxations par le vide, qui vont en fait vider notre mode automatique de toutes les pensées qui sont générées. Là, on fait quelque chose de différent, on met le plein régime. C'est-à-dire que là, on passe en surmultiplié, si on parlait de vitesse, je garde la voiture de tout à l'heure, et en fait, la seule partie capable de gérer toutes ces informations, ce flux d'informations, c'est la partie avant de notre cerveau. Et en même temps, elle est dans une curiosité sensorielle. Vous vous rappelez peut-être que le premier élément qui apparaissait en haut, ça s'appelait la curiosité. Voilà un premier exercice qu'on peut faire. Alors, là, on était avec des sons pas forcément sympathiques. En voilà un de plus. Votre attention, s'il vous plaît, chers visiteurs, chers exposants, bonsoir. Il est 18h et notre salon ferme ses portes. Nous vous souhaitons une agréable soirée à tous. Merci. Alors, on va se donner... Ils vont le faire en anglais, je pense, non? Non, c'est bon. On va se donner un deuxième exercice rapide juste derrière. Donc on est dans cette curiosité, ce plein régime, et en fait on bascule automatiquement, ce qui fait que quand on repense à la situation, soudain on a cette prise de recul, cette nuance que l'on peut apporter à la situation, et c'est un exercice qu'on peut faire aussi dans de bonnes conditions. Vous allez en forêt, vous allez marcher, vous allez au concert, quel que soit le type de concert, vous essayez d'écouter vraiment consciemment plusieurs choses en même temps. La guitare, la batterie, le piano, le chanteur. Et curieusement, ça va vous habituer à faire cette bascule et vous créer vraiment cette capacité à prendre du recul plus généralement dans les situations de stress. Deuxième petit exercice que je vais vous poser. Si la première situation a vraiment beaucoup baissé, prenez-en une deuxième. Et je vais vous poser cette question bizarre. Essayez de me trouver réellement 5 avantages à cette situation que vous trouvez stressante. Je ne me contenterai pas d'une seule réponse. Alors vous pouvez, au travers de cette question, vous dire quels sont les avantages que je peux tirer de cette situation. Qu'est-ce que le fait d'être dans cette situation m'apporte? Je vous donne d'autres formulations qui peuvent aider peut-être à trouver des réponses et des avantages. Qui en a trouvé plus d'un? Plusieurs?
Et qu'est-ce que ça vous fait si vous leur renotez à nouveau votre situation entre 0 et 10? Est-ce que ça change encore le point de vue que vous en aviez? Je vois un oui. Rien. Donc ce n'est pas forcément cet exercice que vous réutiliserez. Si je reviens juste en arrière de 2, 3, voilà. Ce que nous venons d'utiliser, c'est un exercice qui vous apprend à nuancer. Et quelquefois, finalement, se poser simplement la question, finalement, qu'est-ce que j'en tire d'être dans ce pétrin, nous change complètement la vision sur la situation et peut me donner l'occasion même de devenir assez flexible par rapport à cette situation. Plus on fait cet exercice, plus on tire des avantages de là où on n'en voyait pas jusque-là, ça change complètement notre regard et ça change aussi notre manière d'appréhender la situation et de ce fait de réagir à la situation. Parce que cette capacité-là qui est ici me rend plus créatif, me rend plus innovant. Et quand on parlait de capacité d'adaptation, c'est bien celles qui sont de ce côté-ci. Voilà un peu les deux exercices qu'on avait le temps de faire dans le temps qui nous était imparti. En effet, on pourrait se dire, telle situation est, son avantage c'est qu'elle est, son inconvénient c'est qu'elle est. On est finalement dans un principe de réalité au travers de cet exercice. Et souvent, c'est justement ce manque de nuance que nous pouvons avoir dans certaines situations. Bien entendu, j'ai choisi des exercices simples, faciles, en quelques secondes. On a des exercices qui peuvent durer une bonne heure de réflexion, mais qui généralement, là, dans une situation qui régulièrement nous pose problème, va complètement réduire notre stress et va nous permettre de mieux la gérer la prochaine fois. Voilà quelques exemples qu'on voulait partager pour vous montrer que dans le domaine hospitalier, mais finalement dans tous les domaines, et vous avez vu que ça peut s'appliquer peut-être aussi à des situations personnelles, eh bien le fait qu'on applique ce genre de changement d'état d'esprit nous apporte réellement une vraie gestion du stress. Voilà, nous sommes totalement ouverts à toutes vos questions. Oui. Quelques techniques de relaxation et je vois pas trop de techniques qui demandent vraiment de faire le vide. Parce que pratiquement toutes les techniques demandent d'analyser des sensations. Et je voudrais que vous me donniez un exemple de celle que, comment vous la différenciez, faire le vide, faire le plein. Alors, là, bien entendu, j'étais un peu simplificateur dans la vision, mais beaucoup de personnes peuvent vous dire de manière rapide et avec une vision simplificatrice de la relaxation, allez, concentre-toi sur ta respiration. Respire. Ok. Je vais me concentrer sur, finalement, cette respiration. Je vais peut-être l'analyser en détail. Combien de temps je passe sur l'inspire, combien de temps je passe sur l'expire. Mais malgré tout, je finis par me concentrer que sur une seule chose. Alors que la spécificité de l'autre, mais encore une fois, il y a beaucoup d'autres relaxations qui vont utiliser d'autres éléments. Plus je vais multiplier le nombre d'éléments ou de détails que je vais analyser, plus je vais basculer. Sinon, je suis simplement dans un mode automatique, je respire, et quand je replonge dans la situation, je n'ai pas changé de l'intérieur. Donc en effet, la plupart des relaxations poussées, quand on parle de la sophrologie par exemple, vont aller beaucoup plus dans le détail, vont demander une vision corporelle complète, etc. Donc en effet, moi, ma vision était un peu simplificatrice, mais pour donner cette compréhension de la différence entre me concentrer sur une seule chose par rapport à me concentrer sur plusieurs à la fois. D'autres questions ? Alors, sachez que notre stand est juste à côté. On a eu de la chance, par hasard, d'être juste là. Donc, si vous avez toute autre question à nous poser. Et le stand de UniHA se situe vers le... À côté de la FHF. À côté de la FHF. Pour nous situer, voilà. C'est simple. En tout cas, merci pour votre attention et pour votre volonté à essayer ces exercices. Merci bien. Merci.